L'annonce de son extraction a créé du remous aussi bien dans la sphère politique que dans le monde carcéral. Le 11 juin dernier, le narcotrafiquant Mohamed Amra a été extrait de sa cellule à la prison de Condé-sur-Sarthe et conduit jusqu'au tribunal judiciaire de Paris. Les juges d'instruction voulaient l'interroger sur l'enquête sur son évasion meurtrière au péage d'Incarville l'an dernier. C'était en mai 2024. Il était parvenu à prendre la fuite lors d'une première extraction. À cette occasion, 2 agents pénitentiaires avaient été tués et 3 autres avaient été grièvement blessés. Et il a fallu 9 mois aux autorités pour le retrouver et l'interpeller en Roumanie en février dernier. Au vu du passif du détenu, cette nouvelle extraction a donc été très encadrée, notamment par le GIGN. Comment les transports et les extractions de détenus sont-ils organisés ? Quelles mesures de sécurité sont mises en place pour éviter tout risque d'évasion ? Je suis Elisa Tranin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Florine Sylvain, bonjour. Vous êtes journaliste à BFM Radio. Jérémy Ducolombier, bonjour. Vous êtes représentant local du syndicat FO pénitentiaire et surveillant au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, nous reviendrons avec vous sur la manière dont les transports de détenus sont encadrés. Vous connaissez ça par cœur. Mais d'abord, un rappel des faits avec vous, Florine. Mohamed Amra a été extrait de sa cellule le 11 juin dernier pour être conduit au tribunal de Paris. Alors assez tôt dans la matinée ce 11 juin, des surveillants pénitentiaires vont le chercher dans sa cellule. Encadré par le GIGN, il prend ensuite place à bord d'un hélicoptère affrété par la gendarmerie nationale pour l'occasion. Et il s'envole depuis la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Cet hélicoptère va ensuite atterrir dans les Yvelines, sur la base aérienne de Villacoublay. À ce moment-là, le détenu change de moyen de transport, toujours encadré par les membres du GIGN. Il monte à bord d'un 4x4, on l'escorte jusqu'à Paris, sur une vingtaine de kilomètres avec des motards de la gendarmerie, dont le rôle est de sécuriser les abords de ce convoi. Et en plus de ces mesures de sécurité, Mohamed Amra a lui aussi des équipements spéciaux sur lui. Oui, on lui fait d'abord porter un casque anti-bruit sur les oreilles. Il a également un masque sur les yeux. En fait, le but est de le couper au maximum de toute information sur le transport, que ce soit à l'aller ou au retour. D'après une source proche de l'enquête, l'objectif avec cet équipement est d'éviter que Mohamed Amra ne puisse entendre des noms, des prénoms, des ordres, tout élément qui pourrait lui donner des indications sur l'endroit où il se trouve et qui pourrait lui permettre de communiquer, par exemple, avec d'éventuels complices. Aux abords du tribunal judiciaire aussi, les autorités ont déployé un dispositif de sécurité important. Plusieurs rues, plusieurs artères sont bloquées pour faciliter l'arrivée du convoi et l'entrée du détenu au sein du tribunal. Il finit par arriver vers 9h30. Alors à ce moment-là, les juges en fait voulaient l'interroger sur une précédente extraction qui a mal tourné, on l'a dit, c'était en mai 2024. Oui, cette extraction-là avait fait grand bruit l'année dernière, le 14 mai 2024. Il doit être transféré à la prison d'Évreux. Et lorsque le véhicule dans lequel il est transporté se trouve au niveau du péage d'Incarville, dans le département de l'Eure, plusieurs complices arrivent dans un commando à la voiture bélier. Ils sont armés de fusils d'assaut. Pendant l'attaque, 2 agents pénitentiaires sont tués, 3 autres blessés. Mohamed Amra parvient à s'enfuir avec ses complices. Pendant 9 mois, les autorités vont tout faire pour le retrouver. Interpol diffuse une notice rouge pour alerter les services de police du monde entier. Et c'est finalement en Roumanie, à Bucarest, que le narcotrafiquant est localisé puis interpellé le 22 février dernier. Il a depuis été mis en examen notamment pour meurtre, tentative de meurtre et évasion en bande organisée. C'est sur ces faits, sur cette évasion, que les juges d'instruction de la juridiction nationale contre le crime organisé ont souhaité l'entendre au tribunal de Paris le 11 juin dernier. Cette demande d'extraction, on l'a dit, a suscité une levée de boucliers, aussi bien au gouvernement qu'au sein des syndicats pénitentiaires. Ces derniers ont pointé du doigt les risques que ce transport impliquait au vu du passif de Mohamed Amra. Face à ces arguments, la procureure de Paris a répondu sur BFM TV que les juges devaient présenter des scellés, plusieurs éléments aux détenus, et que l'extraction était donc la solution la plus efficace pour ça.
Et alors, malgré toute cette organisation, eh bien, les juges n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Oui, car face au juge, Mohamed Amra a finalement choisi de garder le silence. Interrogé par BFM TV, l'avocat du narcotrafiquant, maître Lucas Montagnier, a déclaré qu'il s'en était tenu à de simples déclarations. Et pour justifier ce refus de répondre aux questions, l'avocat a dénoncé, je cite, une absence de confidentialité lors des échanges qu'il a eus en amont avec son client. D'après lui, à chacune de leurs entrevues à Condé-sur-Sarthe pour préparer l'interrogatoire, un surveillant pénitentiaire se tenait derrière une porte et pouvait donc entendre la discussion entre Mohamed Amra et son avocat. Toujours selon Maître Montagnier, le narcotrafiquant acceptera de répondre lorsque, je cite, la confidentialité de leurs échanges sera garantie. Mohamed Amra a donc quitté le tribunal judiciaire de Paris aux alentours de 14h et il a été acheminé jusqu'à sa cellule en empruntant le même convoi qu'à l'aller. Merci beaucoup Florine pour ce rappel des faits. Jérémy du Colombier, je rappelle que vous êtes représentant local du syndicat FO Justice et vous-même surveillant à Fleury-Mérogis. Merci encore d'être avec nous. D'abord, peut-être, on va rappeler pour quel motif est-ce qu'un détenu peut être extrait de sa cellule et transporté ailleurs. Là, on a parlé de l'extraction de Mohamed Amra pour être interrogé à Paris par les juges, mais est-ce que des détenus peuvent être extraits en fait pour d'autres raisons ? Tout à fait. Donc ils sont extraits évidemment pour les extractions judiciaires, mais ils sont extraits aussi pour des raisons médicales. Donc on les achemine sur un hôpital en particulier selon pour le motif auquel il doit être consulté. Mais ça peut être aussi des sorties pour faire une reconstitution. Ça peut être aussi une sortie pour un enterrement d'un de ses proches, de sa famille. Voilà, ça peut être dans ce cadre-là que les sorties sont effectuées. Et alors à ce moment-là, quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises en temps normal ? Tout à fait. Donc, il y a plusieurs niveaux d'escorte. Donc, il y a plusieurs niveaux. 1 et 2 sont gérés par établissement. Le niveau d'escorte 3 est géré par la direction interrégionale. Et niveau 4 et plus par l'administration directement au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Donc, maintenant, il y a une commission du potentiel extérieur qui a été établi suite justement au protocole d'Incarville. Et ça permet déjà dans un premier temps de regrouper toutes les informations et de pouvoir établir une escorte adaptée aux risques potentiels. Donc vous voulez dire que les détenus, en fonction de leur dangerosité, ont en fin de compte un niveau d'escorte différent. Tout à fait. Mais on avait dit avec Mohamed Amra que ça n'était pas remonté. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'on a mis cette commission-là, puisque en fait, tous les acteurs avaient chacun de leur côté des informations, mais il n'y avait pas de croisement d'informations qui pouvait justement permettre de rehausser le niveau d'escorte de M. Mohamed Amra. Vous qui avez travaillé à Fleury-Mérogis sur place, Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe, une extraction d'un détenu en temps normal, sans parler de Mohamed Amra ? Donner un exemple concret. Bien sûr. Donc moi, j'étais surtout affecté au niveau des escortes médicales. Bon, ça se passe à peu près de la même manière. Quand on prend en charge le détenu, donc on recueille son identité, on fait toutes les mesures de sécurité pour le prendre en charge. Il monte dans le camion ou le véhicule léger. On l'achemine jusqu'à son point de rendez-vous. Ensuite, on revient à l'établissement, tout simplement. Donc, selon le niveau d'escorte, il y aura un certain nombre d'agents qui va être mis en disposition et un certain nombre de véhicules, avec une suiveuse, par exemple, si on a besoin d'agents supplémentaires. C'est ça les mesures de sécurité, c'est le nombre d'agents ? Alors, Ou il peut y en avoir d'autres ? il peut y avoir, par exemple, d'autres agents en plus. Et on a ce qu'on appelle les prêts de main forte, où là, on peut avoir des escortes supplémentaires, police ou gendarmerie, selon du ressort. Parce qu'on voit notamment là pour Mohamed Amra qu'il y a eu du matériel, entre guillemets, en plus, notamment pour lui. Ah, tout à fait. Ben ça va dépendre aussi du niveau d'escorte. À partir du numéro 3 et 4 et plus, là, forcément, on va avoir du matériel et des moyens de défense beaucoup plus importants que si on transporte une personne détenue niveau 1 et 2, où le potentiel risque est amoindri. Et concrètement, vous, dans votre quotidien, quels sont les risques autour d'un tel transfert ? Donc, le risque, vraiment, c'est sur le transport, puisque à l'établissement, le risque est très limité. Une fois sur place, nous, on fait une reconnaissance avant même de sortir la personne détenue, on fait une reconnaissance des lieux,
On voit le personnel, on va dire soignant dans mon cas, pour nous trouver un lieu en sécurité qu'on va analyser avant et ensuite on va sortir du véhicule avec la personne détenue. Donc c'est vraiment la partie transport où là on n'a pas la main sur l'environnement qui nous entoure, où là il y a vraiment un risque. Parce que là, vous décrivez par exemple un transport à l'hôpital. Oui, Vous voulez dire que vous êtes mis en sécurité dans l'hôpital, par exemple, éventuellement parce qu'il pourrait y avoir d'autres complices qui s'en prendraient à vous? tout à fait. Déjà pour notre sécurité, mais aussi pour la sécurité de la personne détenue, puisque on ne sait pas dans quelle affaire il peut être, et il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent s'en prendre à la personne détenue. Donc on est là aussi pour assurer sa sécurité. Et physiquement, quel matériel vous avez sur vous? Des gilets pare-balles, Donc on a un gilet pare-balles, on a aussi une arme à feu, comme les gendarmes et la police, et voilà. Et le véhicule dans lequel, vous transférez, les détenus, qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Alors tout à fait, on a, nous, ce qu'on a des fourgons avec des cellules aménagées. Donc la personne détenue voit un petit peu ce qui se passe par les grilles quand même, donc il voit l'extérieur. Mais sinon, les véhicules, comme nous, on l'a demandé à Force ouvrière, on a demandé un niveau de blindage, mais aussi des véhicules qui sont banalisés pour éviter justement d'être suivis et d'être attaqués dans le cas échéant. Il n'y a pas toujours des motards devant ou des motards derrière. Exactement. Qu'est-ce que vous réclamez d'autre, vous, au sein de FO Pénitentiaire? Donc on réclame justement au niveau de la sécurité des véhicules, la banalisation des véhicules. Nous avons demandé aussi de l'armement beaucoup plus lourd pour pouvoir se défendre face à certaines attaques, hein. Quand on est attaqué au fusil automatique, forcément avec une arme de poing, on a des moyens de défense très légers. Donc là, le déploiement a commencé, mais il faut aussi former les agents à ces nouvelles armes. Donc ça prend un peu de temps, mais ça suit son cours. Donc ça arrive. Et est-ce que lors, de ce genre de transfert, vous avez un exemple qui vous vient en tête, d'un moment où vous avez peut-être, eu un peu peur, où il y a quelque chose de plus exceptionnel que d'habitude qui s'est passé? Pas comme dans, le cas de Mohamed Amra, mais, à votre échelle? Alors, à mon échelle, oui, tous les agents ont une petite crainte quand ils arrivent sur la voie publique, puisque l'environnement, en fait, on n'a aucune maîtrise sur ce qui va se passer entre le point A et le point B. C'est quotidien quand on fait le trajet d'un point A à un point B, que des véhicules s'insèrent dans le convoi, commencent à nous filmer, à nous insulter. Et ça, c'est le quotidien de tous les agents qui font des extractions. Est-ce que le GIGN est présent? Alors là, Exceptionnel. c'est vraiment exceptionnel que le GIGN soit inséré dans le cortège. Mais sinon, en interne, on a ce qu'on appelle les hérisses, qui, sur un niveau un petit peu plus élevé d'escorte, peuvent aussi être insérés dans l'escorte. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que selon vous, on en a un peu parlé, mais est-ce que selon vous, l'évasion, meurtrière de Mohamed Amra a changé quelque chose dans les organisations de ce genre de transfèrement? Oui, tout à fait. Comme je vous disais, il y a la nouvelle commission qui a été créée. Donc il y a ça. Il y a aussi toutes les détenues qui ont été revues au niveau des escortes. Donc soit elles ont été revues à la hausse, soit à la baisse, mais tous les détenus sont repassés en commission en prenant en compte tous les éléments avec tous les acteurs possibles pour pouvoir évaluer le potentiel risque. Tout à fait. Comment se portent vos collègues depuis ce drame d'Incarville? Est-ce qu'ils travaillent la peur au ventre? Est-ce Alors, que le fait d'avoir obtenu certaines avancées, vous avez été rassuré? Alors, il y a eu certaines avancées. Après, effectivement, les collègues sur le terrain, ils ont toujours un risque. Ils ont des appréhensions, surtout que voilà, on vient de fêter les 1 an, enfin, si je peux dire fêter, mais malheureusement, on vient d'être sur la date anniversaire. Donc oui, ça remémore de très mauvais souvenirs. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas des moyens vraiment adaptés, le risque sera toujours là, oui. Vous Et vous la peur sentez sera. écouté dans ce que vous réclamez? Alors, en niveau local, oui, mais après, tout se joue pas au niveau local. Il y a des choses beaucoup plus hautes. La preuve, nous avions demandé le visio. Malheureusement, le Le Conseil visio? d'État
a dit non. Donc voilà, ça, nous n'avons pas la main dessus. C'est quoi le visio, si vous pouvez nous Voilà, expliquer? tout à fait. Donc justement, nous avions demandé à ce que les extractions, par exemple, les présentations à un magistrat, puissent être faites en visioconférence. Ça évite de sortir la personne détenue, d'avoir une escorte aussi très importante, d'utiliser des moyens humains et matériels très importants pour des fois simplement une audition. Ça, c'est quelque chose qui va tendre en tout cas à se développer. C'est ce qu'ont promis Alors nous, les c'est ce qu'on a. autorités. Voilà, tout à fait. Après, malheureusement, le Conseil d'État a retoqué. Donc on va voir on va essayer de forcer de notre côté. Après, les magistrats, il semblerait qu'ils ne soient pas trop d'accord à se déplacer soit sur les maisons pénitentiaires, soit en visio, puisque comme vous l'avez rappelé, ils aiment bien présenter des scellés ou des trucs comme ça, même s'il y a vraiment des possibilités pour que ça soit acheminé aussi. Voilà, donc là, il y a un bras de fer qui se fait, tout à fait. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour votre éclairage aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cet épisode sur bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit.